le journal de l'information. Madame, Monsieur, bonjour. Amel Bouazza avec vous, ravie et heureuse de vous retrouver. Voici sans plus attendre les principaux titres de cette édition. Situation République démocratique du Congo. Dans un discours adressé à la nation, le président congolais Félix Tshisekedi promet une réponse vigoureuse et coordonnée et appelle la population à résister avec courage et garder son calme. Et face à la recrudescence des violences, les appels au respect de l'intégrité territoriale de la RDC se multiplient. Coopération, le ministre algérien d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf reçoit le secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'OTAN, Javier Colomina. Une occasion d'aborder la coopération entre l'Algérie et l'OTAN, mais aussi les défis sécuritaires dans l'espace euro-méditerranéen et les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne. Retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Quelles conséquences économiques? Nous y répondrons dans cette édition. Et commémoration aujourd'hui du 77e anniversaire de la mort de Mahatma Gandhi, symbole de la paix et de la liberté, la Staïgara, retour sur un combat aux racines africaines. Et enfin, sport pour finir, la Fédération ghanéenne de football nomme l'Allemand Winfried Schaffer directeur du football. Bienvenue à tous et nous entamons donc cette édition avec la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre dans un discours adressé à la nation dans la soirée d'hier, le président congolais Félix Tshisekedi a dénoncé la prise de Goma par les rebelles du M23, la qualifiant d'offense à l'histoire et promettant une riposte vigoureuse et coordonnée. En l'écoute. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes est en cours. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. Et toujours lors de son discours prononcé depuis la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président Tshisekedi a annoncé la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire déclenché pour venir en aide aux populations affectées par les combats. Il appelle en outre la population à résister avec courage et à garder son calme. On l'écoute une nouvelle fois. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Et toujours à l'est de la République démocratique du Congo, où la situation reste très préoccupante, les appels pour le respect de l'intégrité territoriale de la RDC se multiplient. Membres de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, l'Afrique du Sud, affirment que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doit être respectée conformément à la Charte des Nations Unies sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, nous dit Younes Djama dans ce sujet. Pretoria appelle toutes les parties à adhérer pleinement aux efforts diplomatiques actuels visant à trouver une solution pacifique, notamment en respectant les accords du processus de Luanda. Nous devons faire taire les armes sur notre continent pour parvenir à un développement inclusif et à la prospérité, souligne Cyril Ramaphosa, et d'enchaîner sur le fait que la présence militaire de l'Afrique du Sud participe aux efforts de la SADC et des Nations Unies pour ramener la paix et protéger les milliers de vies constamment menacées par le conflit. La présence des forces de la mission de la SADC
RDC en République démocratique du Congo témoigne de l'engagement des États membres à soutenir la RDC dans ses efforts pour instaurer une paix et une stabilité durable et en fin de compte créer un environnement propice au développement durable et à la prospérité. Le président rwandais Paul Kagame, lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, souligne la nécessité de garantir un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et de s'attaquer une fois pour toutes aux causes profondes du conflit. Toujours dans ce même contexte, la communauté de développement d'Afrique australe SADC organise aujourd'hui à Harare, au Zimbabwe, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour discuter justement de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et je vous le disais aussi en titre dans le chapitre coopération, le ministre algérien, ministre d'État des Affaires et des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu à Alger le secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'OTAN, Javier Colomina, en visite officielle en Algérie. Cette rencontre a permis de passer en revue l'état et les perspectives du dialogue et de la coopération entre l'Algérie et l'OTAN et d'échanger les analyses et les vues sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les défis sécuritaires dans l'espace euro-méditerranéen et les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration donc de Javier Colomina. L'Algérie est un acteur incontournable pour les questions de sécurité et de stabilité, notamment pour la lutte contre le terrorisme. On a parlé de ces enjeux, on a parlé aussi des enjeux régionaux, en particulier du Sahel, une région qui nous préoccupe, un enjeu sécuritaire essentiel et prioritaire pour l'organisation que je représente et pour la plupart de mes alliés. Le dialogue politique qu'on a avec l'Algérie avance bien. On a choisi de l'approfondir. La coopération pratique, la coopération entre nos militaires a avancé très bien pendant les dernières 2 décennies. Elle a été lancée dans l'année 2000. Il y a plein d'activités qu'on fait conjointement, mais on a aussi parlé de la façon de l'approfondir. C'est ça l'essence du plan d'action, c'est ça l'essence de ma visite. Et toujours au chapitre coopération, la 12e session de la commission intergouvernementale algéro-russe se tient aujourd'hui sous la coprésidence du ministre de l'Agriculture Youssef Sherfa et du vice-premier ministre russe Dmitri Patrouchev, reçu également hier par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Le politologue Abdelkader Soufi souligne la volonté des parties à rebooster leurs relations tant sur le plan économique que diplomatique afin de consolider un partenariat stratégique durable. On écoute les propos d'Abdelkader Soufi. Les relations algéro-russes sont plus que satisfaisantes pour les deux pays, à savoir les attentes des uns et des autres de ce partenariat qui est positif mais qui est gagnant aussi. La Russie est un partenaire au sein du Conseil de sécurité par rapport aux grandes questions de sécurité et droits de l'homme. Je pense que la Russie partage ces angles de vision de l'Algérie. Aussi, sur le plan économique et politique, les deux pays ont travaillé depuis tout le temps ensemble à développer des axes positifs aussi. Et en bref, le président de l'Assemblée populaire algérienne Brahim Bourali représente l'Algérie au Forum Dialogues africains sur le développement à Accra. Au Ghana, cette participation s'inscrit dans l'engagement de l'Algérie en faveur du développement durable et de la coopération économique en Afrique. Le forum réunit dirigeants et experts pour renforcer l'intégration économique et définir des stratégies de croissance. Et puis, nous passons à présent au volet économique. Si la CEDEAO a décidé d'accorder un délai de 6 mois au pays de l'Alliance des États du Sahel le 29 janvier, marque néanmoins la sortie officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation régionale. Un acte politique fort décidé il y a un an qui pose aujourd'hui une question cruciale qui est celle des conséquences économiques. Si certains voient dans cette rupture une opportunité de consolidation pour l'AES, d'autres par contre craignent un isolement qui pourrait freiner leur développement. Ruth Zonou nous en dit plus. Ces 3 États enclavés et déjà confrontés à des difficultés économiques doivent désormais compter sur de nouveaux mécanismes pour compenser leur éloignement du marché ouest-africain. Pour le politologue nigérien Adja Malam Oumarou, cette rupture est une opportunité pour les États du Sahel de refonder leur modèle économique sur des bases plus indépendantes. Aujourd'hui, l'avantage de l'économie des pays de l'AES, ils vont essayer de faire beaucoup de techniques pour émerger leur économie. Nous avons le pétrole, nous avons de l'or, nous avons beaucoup de choses. Mais cette vision optimiste ne fait pas l'unanimité.
L'analyste économique Mahfoud Kaoubi alerte sur les conséquences d'un isolement prolongé. Cela va rétrécir les marchés, va impacter aussi en matière de circulation de biens et de services. En se retirant, ces pays doivent rapidement trouver des alternatives crédibles pour éviter un repli économique. Et cap à présent sur le Togo où une nouvelle initiative a été mise en place pour renforcer l'engagement et la participation des acteurs éducatifs. Cette pratique récemment officialisée par le ministère des Enseignements primaires et secondaires vise à instaurer un cadre de dialogue et d'échange constructif au sein des établissements scolaires. Notre correspondant à Lomé à Souapedo nous en dit plus. Cette initiative a plusieurs objectifs clés. D'abord, elle vise à promouvoir un climat de confiance et de coopération au sein des écoles en permettant à tous les acteurs de se rencontrer et d'échanger leurs idées. Les forats scolaires peuvent servir de plateforme pour aborder des problématiques telles que les méthodes pédagogiques, l'amélioration des infrastructures éducatives et les questions de discipline. Ensuite, ces forats seront l'occasion de recueillir des retours d'expérience sur les pratiques éducatives en cours et de proposer des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. L'engagement des parents et de la communauté à travers ce forum est essentiel. Une éducation de qualité ne peut se concevoir sans leur implication active. Renforcer le partenariat entre l'école et la famille. En somme, l'instauration des forats scolaires au Togo représente une avancée significative vers une éducation plus inclusive et collaborative. À Souapedo de Notien Togo pour Ifriki FM. Et voici tout de suite un petit tour d'horizon de l'actualité africaine en bref, signé Moïse Self. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. John Dramani Mahama plaide pour l'indépendance financière de l'Union africaine, l'autonomisation des jeunes et des femmes et remercie William Ruto pour son engagement dans les réformes institutionnelles. Nigeria, un avion Boeing 737 de Max Air a perdu un pneu à l'atterrissage à Kano. Aucun blessé signalé. L'incident a été confirmé par la compagnie. Soudan du Sud, un avion s'écrase dans l'état d'Unity causant 20 morts, dont des travailleurs pétroliers. Le pays connaît plusieurs accidents similaires. Sénégal, l'African Guarantee Fund lance Mission 300, un mécanisme de garantie de 5 milliards de dollars pour financer les PME en énergie renouvelable et électrifier 300 millions d'Africains d'ici 2030. Allez, nous allons parler d'histoire. À présent, il y a 77 ans, Mahatma Gandhi, apôtre de la non-violence, tombé sous les balles de la haine. Son combat pour la liberté a pris racine en Afrique du Sud, où il forgea sa doctrine de résistance passive face aux discriminations. C'est là qu'il développa la Satyagraha, une lutte fondée sur la force morale, les symboles et l'exemplarité du leader avant de l'appliquer en Inde pour mener son pays à l'indépendance. Retour sur les racines africaines de la résistance de Gandhi avec Sihan Bourazi. Cela fait 77 ans que Mahatma Gandhi, symbole de la résistance pour la liberté et la non-violence, décède. Une figure célèbre pour son rôle déterminant dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde contre la domination britannique. De l'Inde jusqu'en Afrique du Sud, cet homme libre a tenu son combat politique. Ses actions ont marqué et inspiré plusieurs nations, estime l'historien Fouad Soufi. Parmi les personnages qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'humanité, il y a ce petit homme, grand avocat, qui a développé un concept qui a surpris tout le monde, connu maintenant de tout le monde, qui va être repris aux États-Unis, etc. C'est la non-violence. C'est un Indien qui a émigré en Afrique du Sud, comme beaucoup d'autres Indiens, et son expérience sud-africaine a joué un grand rôle au début du XXe siècle. Résidant en Afrique du Sud, Gandhi a défendu également les peuples africains. C'était un passage quasi initiatique, politiquement. Il a essayé de défendre non seulement les Indiens, qui étaient nombreux en Afrique du Sud, mais aussi les Noirs, ce qui ne va pas lui attirer les sympathies des colons. C'est là qu'il a appliqué sa théorie de la non-violence. Utiliser tous les moyens possibles, boycotter surtout les produits anglais et revenir à la tradition indienne. Le 30 janvier 1948, ce leader de la liberté s'éteint. Sa mort suscite une émotion mondiale en présence de millions de personnes à ses funérailles. Et tout de suite, je vous propose de suivre l'agenda culturel préparé et lu par Mahamat Alamine. Africulture, l'agenda culturel. Congo, la 8e édition des tremplins hip-hop se tiendra le 8 février à Brazzaville. Cet événement permettra de sélectionner 30 artistes et managers qui bénéficieront d'un programme de formation au métier de la musique UN.
Au Togo, du 11 au 19 février, les villes togolaises vibreront au rythme de la 3e édition du festival Art et Mémoire. Un événement culturel qui se tiendra simultanément dans les villes d'Aneho, Abodrafo, Nukafu, Balimé et la capitale Lomé. En Gambie, Onjo Fest, prévu le 15 février à Brikama, ce festival culturel gambien célébrera la musique, la danse et la gastronomie réunissant des artistes locaux et internationaux. Et l'actualité sportive pour clore ce journal, la fédération ghanéenne a nommé l'Allemand Wilfried Schaffer directeur du football pour dynamiser le développement du sport dans le pays. Par ailleurs, le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, a souligné les progrès du football africain, ce qui rend imprévisible le prochain vainqueur de la CAN. En décembre, il a exprimé son ambition de mener les Aigles jusqu'en finale. C'est la fin de ce journal d'information. Merci, amis auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à Abdou Ben Saïd à la barre technique. Merci à Hakima, la réalisatrice. Merci à Ahlam Selama au multimédia. Merci à l'équipe de la rédaction qui a veillé à la préparation de cette édition. Je vous laisse à présent avec le bulletin météo et juste après, vous pourrez suivre l'entretien préparé et présenté par Siham Bourazi avec l'invité de la matinale, Sophia Abrik, l'adjoint au maire de Vénissieux. Et il sera question des provocations et des agissements honteux de l'extrême droite française envers l'Algérie. Très bonne écoute, amis auditeurs. Quant à moi, je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour le round-up de l'information.